Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir davantage de contenu de ce type. Je crois que personne n'est réellement préparé à sentir sa vie se fissurer en silence, à percevoir ce moment où l'équilibre qu'on pensait solide bascule lentement vers une vérité qu'on aurait préféré ne jamais connaître. Pendant longtemps, j'ai cru que mon mariage reposait sur des fondations sincères, construites avec patience, compromis, et une certaine idée de loyauté mutuelle. Je n'ai pas toujours été un mari parfait, mais j'avais cette certitude profonde que ma femme, malgré nos divergences, restait mon ancrage le plus stable. Cette illusion s'est effondrée le jour où j'ai compris ce qu'elle me cachait, un secret si inattendu qu'il a d'abord glissé sur ma conscience comme un bruit sourd, trop discret pour être analysé, trop absurde pour être pris au sérieux. Tout a commencé par de petites choses, presque insignifiantes. Les sourires furtifs, les absences prétendument anodines, les silences qu'elle ne maîtrisait pas. Au début, je me suis dit que c'était la fatigue, la routine, cet éloignement naturel qui peut s'installer dans un couple sans qu'on s'en rende compte. Mais progressivement, quelque chose en moi s'est rigidifié, une intuition que je tentais de repousser mais qui revenait chaque soir s'imposer dans mes pensées. Il est étrange de constater à quel point l'esprit humain peut savoir avant même que les preuves n'existent. Mon instinct ne me criait rien, il murmurait seulement, mais ce murmure était persistant, presque dérangeant, comme un souffle froid au creux du cou. Je n'ai jamais aimé fouiller ou surveiller. Je considérais ces comportements comme une forme de trahison en soi. Pourtant, un soir, alors qu'elle était sortie soi-disant pour un dîner professionnel, j'ai remarqué que son manteau préféré n'était pas là. Un détail insignifiant, sauf qu'elle ne le mettait que pour des occasions particulières, celles où elle voulait se sentir belle. Ce n'était pas un dîner de travail. Je n'ai rien dit. Je me suis contenté d'observer, d'écouter les petits indices qui s'accumulaient comme des grains de sable invisibles qui finissent par former une dune. Et puis, un jour, tout s'est éclairé d'un coup, brutalement, comme si un rideau avait été arraché d'une fenêtre trop longtemps fermée. Elle n'était pas avec des collègues, ni seule, ni même en déplacement. Elle était avec lui. Avec celui que j'appelais mon meilleur ami, celui auquel j'avais confié mes peurs, mes projets, mes joies, celui qui entrait dans notre maison sans frapper, qui connaissait nos habitudes, qui riait avec nous autour de repas que je préparais avec fierté. Je ne me souviens pas d'avoir ressenti un choc immédiat. C'était plutôt comme si le temps s'était étiré, lentement, lourdement, donnant à chaque seconde un poids insupportable. La trahison a cela de particulier qu'elle ne se contente pas de briser une relation, elle brise l'image que l'on avait de soi. Je n'étais plus un mari trompé, j'étais devenu un homme naïf, un homme aveugle, quelqu'un qui n'avait pas su voir ce qui se déroulait sous son propre toit. Cette idée m'a rongé plus profondément que leurs gestes eux-mêmes. Je me suis senti diminué, réduit à un rôle de figurant dans une histoire que je croyais être la mienne. Je n'ai parlé à personne de ce que j'avais découvert. Le silence était devenu mon refuge, un espace où je pouvais analyser sans réagir, observer sans m'effondrer. Il y a une forme de puissance dans le mutisme absolu, surtout lorsqu'on est entouré de gens qui ne se doutent de rien. Je les voyais, tous les deux. Je voyais leurs regards maladroitement détournés, leurs gestes légèrement trop naturels, leurs excuses répétitives. Ils pensaient me manipuler, mais en réalité, ils se dévoilaient un peu plus chaque jour. Ma femme rentrait parfois tard, parfois trop tôt, parfois trop souriante pour une journée de travail prétendument stressante. Lui, de son côté, évitait certains sujets de conversation, se montrait parfois excessivement aimable, parfois trop distant, comme s'il cherchait instinctivement à rééquilibrer une culpabilité mal maîtrisée. Je n'ai rien dit, pas une seule fois. Ce silence a été mon arme la plus précieuse. Car pendant qu'ils se noyaient dans leurs mensonges, moi, je construisais ma vengeance, non pas sur un coup de tête, mais sur une réflexion froide, presque méthodique. Je n'ai jamais été un homme impulsif. Ma colère ne s'exprime pas par des éclats de voix. Elle se condense, se durcit, devient une matière dense et contrôlée. C'est précisément cette stabilité émotionnelle qui m'a permis de rester debout alors que tout autour de moi semblait vaciller. Je passais mes journées à travailler davantage, mais ce n'était pas pour fuir.
C'était une manière de reprendre le contrôle, de redéfinir ma vie en profondeur. Je me suis plongé dans les chiffres de notre entreprise familiale, celle que j'avais bâtie presque seule, même si elle aimait se vanter d'y avoir participé. La réalité était simple, tout portait mon nom, mes efforts, mes sacrifices. Et dans cette structure juridiquement bien ficelée se trouvait la première clé de ma vengeance. Elle n'avait aucun droit réel sur l'entreprise, seulement une illusion de participation. En parallèle, j'ai commencé à observer le comportement financier de mon meilleur ami, qui avait investi avec moi dans certains projets. Je savais exactement où il était vulnérable. L'argent ne m'a jamais obsédé, mais lui, oui. Sa peur de perdre, sa peur de manquer, ses ambitions mal dissimulées, tout cela représentait un terrain fertile que je pouvais exploiter. Pendant ce temps, ma femme continuait sa vie mensongère. Parfois, je la regardais s'endormir, paisible, comme si elle n'avait rien à se reprocher. Ce calme apparent me fascinait presque. Comment peut-on dormir en sachant que l'on détruit quelqu'un de l'intérieur? Peut-être que la trahison anesthésie la conscience. Peut-être qu'elle se convainquait que j'étais trop distant, trop absorbé par mon travail, que notre couple s'était érodé par la routine. Je sais que beaucoup utilisent ces excuses pour justifier leur dérive. Mais au fond, je savais que ce n'était pas la routine qui l'avait poussé vers lui. C'était l'ego, le besoin d'être admiré, valorisé, regardé avec intensité. Ce que je lui offrais depuis des années était devenu trop stable, trop prévisible. Lui, au contraire, représentait une parenthèse, un frisson, une aventure secrète. J'aurais pu exploser, tout détruire d'un seul geste, claquer la porte, les humilier, raconter la vérité à tous nos proches. J'aurais pu. Mais je ne voulais pas leur offrir ce soulagement. Car oui, exposer un mensonge, c'est parfois offrir une libération à ceux qui le commettent. Je préférais les laisser croire que je ne voyais rien, que j'étais cet homme trop occupé pour remarquer qu'on lui plantait un couteau dans le dos. Je voulais qu'ils se sentent en sécurité. Une victime qui crie est prévisible. Une victime silencieuse et dangereuse. Le plus étrange, dans tout cela, était la sérénité glacée qui s'installait peu à peu en moi. Je me réveillais chaque jour avec la même douleur, mais cette douleur était comme sculptée, canalisée, maîtrisée. Elle n'était plus chaotique. Elle était stratégique. Et je crois que c'est précisément à ce moment-là que je me suis senti renaître, d'une manière brutale mais lucide. J'avais perdu toute naïveté, toute foi aveugle dans les liens humains, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, une clarté implacable. Je voyais désormais les gens pour ce qu'ils étaient réellement, sans filtre, sans idéalisation. Et cette vision nouvelle allait guider mes prochains gestes. Je savais exactement comment ma vengeance commencerait. Elle serait lente, précise, sans cri, sans confrontation directe. Je voulais détruire ce qu'ils avaient tenté de construire derrière mon dos. Je voulais leur enlever ce sentiment de supériorité, ce frisson qu'ils croyaient être une victoire. Je voulais qu'un jour, en se réveillant, ils comprennent qu'ils avaient sous-estimé l'homme qu'ils avaient trahi, et que cette erreur serait leur chute. La trahison avait ouvert une plaie profonde en moi, mais ma vengeance serait l'arme qui refermerait cette plaie, non pas en l'effaçant, mais en la transformant en cicatrice indélébile, une cicatrice que je porterais avec fierté comme la preuve que je m'étais relevé, seul, face à ceux qui m'avaient détruit. La période qui a suivi ma découverte n'a pas été marquée par une explosion soudaine de colère, mais par un lent refroidissement intérieur, comme si quelque chose en moi se cristallisait jour après jour. J'avançais avec une précision presque mécanique, observant chacun de leurs gestes, chacune de leurs faiblesses, et je bâtissais dans le silence absolu un plan qui deviendrait leur propre piège. Je n'étais plus l'homme qu'ils croyaient connaître. Je n'étais plus celui qui offrait sa confiance volontairement, sans se méfier. J'étais devenu quelque chose d'autre, une version de moi-même plus tranchante, plus lucide, débarrassée de la naïveté qui m'avait aveuglé pendant des années. J'ai commencé par analyser les dynamiques financières qui les reliaient à moi, directement ou indirectement. Ma femme n'avait pas de pouvoir réel dans l'entreprise, mais elle avait l'habitude de se vanter de participer à nos décisions stratégiques. En réalité, elle n'avait qu'un rôle consultatif,
un rôle que je lui avais offert par amour, par gentillesse. C'était une erreur. Je l'ai retiré, lentement, en déplaçant certains accès, en modifiant des protocoles internes, en restructurant quelques départements. Tout cela se faisait discrètement, sans aucun bruit, sans aucune confrontation. Elle ignorait complètement que son nom disparaissait progressivement des fichiers, que son influence se dissolvait au sein de l'entreprise comme une vapeur condamnée à s'évaporer. Personne ne posait de questions, car mon autorité dans l'entreprise était incontestée. Les changements paraissaient normaux, stratégiques, logiques. Mais moi, je savais que c'était la première pierre d'un édifice beaucoup plus vaste. Pendant ce temps, elle continuait à vivre comme si tout allait bien. Son comportement oscillait entre assurance et inquiétude, comme si elle sentait que quelque chose lui échappait, mais ne parvenait pas à l'identifier. Parfois, je la surprenais en train de m'observer discrètement, presque comme si elle cherchait dans mon regard la preuve que je savais. Mais je ne laissais rien transparaître. Je restais calme, attentif, impersonnel. J'avais appris à maîtriser mes expressions, à contrôler chaque muscle de mon visage. Je savais que plus mon silence durerait, plus elle se sentirait en sécurité, ou au contraire, plus sa propre culpabilité la grignoterait de l'intérieur. Peu importe. Les deux me convenaient. La seconde partie de mon plan concernait mon meilleur ami. Un homme qui avait toujours eu peur de perdre ce qu'il possédait. Il aimait donner l'impression d'être généreux, fiable, désintéressé. Mais en réalité, il était profondément avide. L'argent le rassurait, l'argent lui donnait un sentiment de supériorité, l'argent était sa manière de se sentir important. Avec lui, j'avais construit plusieurs projets d'investissement. Et c'est précisément là que j'ai décidé de frapper. J'ai commencé à transférer certaines parts vers des comptes éloignés de sa vision, mais toujours parfaitement légaux. J'ai réévalué la valeur de certains actifs à son désavantage, déplacé des fonds, préparé des audits internes. Tout cela semblait parfaitement normal dans le cadre de nos activités, et il n'y a rien de plus déconcertant pour un homme qui pense dominer une situation que de sentir quelque chose bouger sans en identifier l'origine. Je voyais dans son regard une tension nouvelle, une inquiétude subtile. Il tentait de m'interroger indirectement lors de nos rencontres, mais je gardais la distance la plus polie et la plus froide possible. Je répondais avec des généralités, je restais évasif. Il ne comprenait pas ce qu'il se passait réellement, mais il sentait qu'il n'avait plus la maîtrise. Et cette perte de contrôle le rendait nerveux. C'était exactement ce que je voulais. Je ne cherchais pas seulement à l'atteindre financièrement. Je voulais briser cette arrogance tranquille qu'il avait toujours affichée, cette attitude de celui qui croit pouvoir s'emparer de tout ce qui brille aux yeux des autres. Chaque soir, je rentrais chez moi et je retrouvais ma femme qui me demandait comment s'était passée ma journée avec un sourire qui me paraissait soudainement étranger. Ce sourire, autrefois familier, était désormais vide. Il n'y avait plus aucune émotion authentique qui s'en dégageait. Il n'y avait que la surface. Elle ignorait que chaque minute que je passais à la regarder renforçait ma détermination. Je me tenais parfois dans le salon, immobile, observant les objets de notre maison, les souvenirs accrochés au mur, les traces d'une vie qui avait perdu sa substance. Tout semblait faux désormais. Ce qui avait existé entre nous avait été contaminé par le mensonge, et je savais que rien ne pourrait le restaurer. Je n'étais pas intéressé par le pardon. Je n'étais pas intéressé par une confrontation émotionnelle. J'étais intéressé par l'équilibre, et cet équilibre serait rétabli lorsque je leur aurais retiré tout ce qu'ils avaient tenté de me voler. La troisième étape de ma vengeance a pris forme progressivement, presque naturellement. Je savais qu'ils continuaient à se voir en secret, croyant que leur escapade passait inaperçue. Ils oubliaient que j'avais appris à regarder là où personne ne regarde. Ils oubliaient que lorsqu'une confiance est brisée, l'acuité devient presque surnaturelle. Je n'avais pas besoin de preuves matérielles, je n'avais pas besoin d'espionner. Leur comportement suffisait. Je savais comment ils se retrouvaient, ou, même sans suivre leurs pas. Une intuition presque animale me guidait, une intuition forgée par des mois d'observation silencieuse. Je me suis alors mis à planifier la manière dont je révélerais leur trahison,
non pas pour provoquer une scène, mais pour les forcer à se confronter à leurs propres choix. Je voulais qu'ils se voient tels qu'ils étaient réellement, dépouillés de leurs excuses, exposés devant les conséquences de leurs actes. Cela ne passerait pas par une gifle publique. Non. Ce serait beaucoup plus subtil, beaucoup plus intérieur, beaucoup plus destructeur. J'ai commencé à préparer un dossier de divorce, mais pas n'importe lequel. Un dossier minutieux, structuré, implacable. Je n'y incluais aucune accusation, aucune émotion. Seulement des faits, des chiffres, des preuves financières, des éléments juridiques qu'elle ne pourrait pas contester. Je savais que lorsque le moment venu, elle découvrirait ce document, elle se rendrait compte qu'elle avait perdu bien plus qu'un mari. Elle aurait perdu la stabilité matérielle qu'elle tenait pour acquise, la maison qu'elle avait transformée en décor, les privilèges silencieux auxquels elle avait toujours eu accès sans jamais les apprécier. En parallèle, je resserrais l'étau autour de mon meilleur ami. Je l'observais s'agiter, tenter de comprendre pourquoi certains comptes étaient soudainement audités, pourquoi certaines transactions étaient bloquées, pourquoi des avocats lui posaient des questions inattendues. Je savais exactement ce que je faisais. Je le poussais dans un coin où il serait obligé de faire face à la réalité, il n'était plus mon allié, il n'était plus mon partenaire. Il n'était plus rien. Je voulais qu'il comprenne que le prix de sa trahison n'était pas émotionnel. Il serait financier, professionnel, social. Je voulais que ses mains tremblent lorsqu'il réaliserait qu'il avait perdu tout ce qu'il avait construit en croyant être plus intelligent que moi. Et pourtant, malgré cette vengeance méthodique, une partie de moi restait marquée par une douleur sourde. La nuit, lorsque je m'allongeais dans mon lit à côté de ma femme, je ressentais ce vide qui s'était installé entre nous. Non pas un vide silencieux, mais un vide bruyant, un creux qui semblait avaler tout ce que j'avais été autrefois. Je ne dormais plus vraiment. Je somnolais, je réfléchissais, je reconstituais les morceaux de ma vie pour tenter de comprendre comment nous en étions arrivés là. Parfois, je sentais presque une envie de pleurer, mais les larmes ne venaient pas. Je n'en étais plus capable. Ma tristesse s'était transformée en quelque chose de plus dur, de plus dense. Ce qui m'a aidé à tenir, c'était cette vision du futur. Non pas un futur heureux, mais un futur équilibré. Je ne cherchais pas à reconstruire ma vie immédiatement. Je cherchais à refermer un chapitre de la manière la plus juste possible. Et pour moi, la justice ne passait pas par des cris, par des accusations, par des effusions émotionnelles. Elle passait par la conséquence, par l'ordre, par la prise de responsabilité. Ils avaient fait un choix, et ce choix aurait un coût. Ma vengeance n'était pas un acte impulsif. C'était un rééquilibrage nécessaire, une manière de rétablir quelque chose qui avait été profondément perturbé. Les semaines passaient, et je sentais que je me rapprochais du dénouement. Dans ma tête, tout était clair. Je n'avais plus de doute. Je n'avais plus d'hésitation. Je savais exactement comment tout se terminerait. Et cette certitude me donnait une force que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'avançais avec la précision d'un chirurgien, déterminé à sectionner les liens toxiques qui avaient empoisonné ma vie. Je m'apprêtais à mettre fin à cette mascarade, mais pas dans la précipitation. J'attendais le moment où il serait le plus vulnérable, le plus convaincu d'être en sécurité. Car c'est dans la sécurité que les trahisons trouvent leur plus grande faiblesse. Je voulais que ma femme et mon meilleur ami comprennent, sans que j'aie besoin de le dire, que la vengeance était douce non pas parce qu'elle détruisait, mais parce qu'elle révélait. Elle révélait qui ils étaient. Elle révélait qui j'étais devenu. Elle révélait que la loyauté n'est jamais un jeu, et que ceux qui la brisent doivent en assumer le prix. Le moment approchait. Il ne me restait plus qu'à attendre une seule chose, leur certitude. Leur illusion finale. Celle qui précède toujours la chute. Le jour où tout devait basculer est arrivé d'une manière presque anodine, sans éclat, sans bruit, comme si l'univers avait décidé que la fin d'une trahison ne méritait pas de grand spectacle. C'était un matin ordinaire, un matin où le monde continuait de tourner avec cette indifférence brutale qui vous rappelle que votre douleur est unique, mais jamais importante pour les autres. Je me suis réveillé avant elle, comme à mon habitude.
Je me suis levé lentement, sentant dans ma poitrine non pas un poids, mais une clarté froide. Je savais que cette journée marquerait la fin d'un chapitre long, douloureux et presque irréel. Je n'avais pas peur. Je n'avais pas de regrets. J'avais simplement cette étrange impression de flotter, comme si j'étais devenu spectateur de ma propre existence. Je suis descendu dans le salon et j'ai observé la pièce avec une attention particulière. Les objets alignés sur les étagères, les cadres photos que je n'avais pas osé décrocher, les traces d'une vie autrefois chaleureuse. Tout semblait étranger, détaché de moi. Rien n'avait réellement changé, et pourtant, chaque détail me rappelait à quel point tout était désormais différent. J'ai compris à ce moment-là que la vengeance ne reconstruit rien. Elle ne fait que nettoyer le terrain. Elle brûle pour permettre de reconstruire ailleurs. Et c'est exactement ce que j'étais venu faire, brûler ce qui avait été contaminé, dans le silence et la précision que j'avais cultivée pendant des mois. Ma femme est descendue plus tard. Elle ressemblait à ce qu'elle avait toujours été, calme, élégante, détachée, prisonnière de cette façade de contrôle qu'elle aimait en projeter. Elle ignorait complètement que sa vie allait se retourner contre elle avant même la fin de la journée. Mais j'avais décidé que sa chute ne serait pas brutale. Elle serait lente, inévitable, entièrement logique. Je ne voulais pas qu'elle crie, qu'elle pleure, qu'elle se défende. Je voulais qu'elle comprenne. Et pour comprendre, il faut être laissé seul face aux conséquences. C'est ce que j'ai fait. J'ai quitté la maison à la même heure que d'habitude, poursuivant cette illusion d'une routine stable que j'avais cultivée pour qu'elle ne soupçonne rien. Je me suis rendu à l'entreprise et j'ai finalisé les documents qui mettraient juridiquement fin à son implication dans nos affaires. Tous les accès informatiques qu'elle utilisait encore avaient été désactivés. Toutes les autorisations internes retirées. Tous les avantages annexes supprimés. Légalement, elle ne faisait plus partie de notre structure, et il n'y avait aucun recours possible. Elle n'avait jamais été copropriétaire. Elle n'avait jamais eu de droit réel. Les papiers qu'elle signerait bientôt ne feraient que confirmer une réalité qu'elle avait toujours ignorée par confort. Ensuite, je me suis occupé de lui. Mon ancien ami. Celui qui avait profité de ma confiance pour s'emparer de ce qu'il ne méritait pas. Les audits que j'avais déclenchés avaient porté leurs fruits. Les avocats que j'avais mandatés avaient découvert des irrégularités mineures dans sa gestion. Rien de criminel, mais suffisamment pour justifier une restructuration complète de nos projets communs. J'ai fait racheter ses parts par une société écran que je contrôlais secrètement, à un prix ridiculement bas, sans qu'il puisse s'y opposer. La pression juridique et administrative qu'il ressentait depuis des semaines avait épuisé ses défenses. Il n'avait pas compris ce qui lui arrivait, mais il avait cédé. Il avait perdu son influence, ses investissements, ses perspectives. Et tout cela sans jamais comprendre que j'étais derrière chaque mouvement. Son monde s'était déjà effondré. Il lui restait encore à comprendre pourquoi. Le moment décisif est arrivé en fin de journée. J'avais préparé tous les documents nécessaires, le dossier de divorce, les réassignations financières, les expulsions administratives. Tout était parfaitement en ordre, froid, impersonnel. Je n'avais plus rien à expliquer, plus rien à dire. J'allais simplement mettre fin à une mascarade. Ma femme ne serait pas confrontée à mes mots. Elle serait confrontée à ma décision, et la décision était irrévocable. Je suis rentré à la maison avec une étrange tranquillité. Le soleil commençait à se coucher, plongeant la maison dans une lumière dorée, presque apaisante. Cette lumière contrastait violemment avec ce que je m'apprêtais à faire, mais je n'ai pas cherché à donner un sens à ce contraste. J'ai posé les documents sur la table du salon, les uns sur les autres, soigneusement alignés. Je les ai observés un long moment. Ce n'était pas seulement des papiers. C'était la matérialisation de ma douleur, structurée, rationalisée, transformée en une action concrète qui allait modifier nos vies à jamais. Ma femme est entrée dans la pièce un peu plus tard. Je n'ai pas levé les yeux. Je n'ai pas tenté d'expliquer. Je n'ai pas cherché à capter son regard. Je n'avais plus d'attente, plus de questions, plus de besoin de comprendre.
J'ai simplement quitté la pièce après avoir posé mes clés sur la table, laissant derrière moi les documents qui contenaient tout ce qu'elle avait détruit et tout ce que j'avais décidé de reprendre. Je n'ai rien emporté. Je n'ai rien dit. J'ai laissé la porte ouverte derrière moi, non pas comme un symbole, mais parce que je n'avais plus rien à fermer. Je me suis rendu dans un appartement que j'avais loué en secret quelques semaines plus tôt. Un espace neutre, silencieux, vide, sans souvenir, sans odeur, sans trace de vie partagée. C'est dans ce vide que je me suis assis pour la première fois en respirant pleinement. La vengeance n'apporte pas la paix. Elle apporte l'espace nécessaire à la paix. Et cet espace, je venais enfin de l'obtenir. Les jours suivants, tout s'est déroulé comme prévu. Elle a tenté de comprendre, de reconstituer, de relier les morceaux. Elle a découvert les documents, les clauses, les pertes, les réalités qu'elle avait ignorées trop longtemps. Elle a pris conscience qu'il n'y avait aucune erreur, aucun malentendu, aucun retour en arrière possible. Elle avait joué. Elle avait perdu. Lui, de son côté, a reçu les notifications officielles, les modifications de contrat, les rachats confirmés. Il a perdu non seulement son argent, mais aussi sa réputation. Il savait désormais que quelque chose en lui s'était effondré, mais il ignorait exactement comment le piège s'était refermé. Il n'avait plus accès à moi, plus de moyens de me contacter, plus de possibilités de sauver ce qu'il avait perdu. Je n'ai pas cherché à voir leur réaction. Je n'ai pas cherché à savourer leur chute. Je n'ai pas cherché à observer leur humiliation. Ce n'était pas mon rôle. Mon rôle était de rétablir l'équilibre, de réparer la fracture que leur trahison avait créée dans ma vie. Je n'avais pas besoin de leur souffrance. Je n'avais besoin que de ma liberté. Avec le temps, une fatigue profonde a commencé à se dissiper. Une fatigue que je portais depuis des mois, peut-être des années. Je me réveillais dans mon nouvel appartement sans ressentir ce poids oppressant qui m'avait accompagné si longtemps. Je me sentais léger, non pas heureux, mais présent. J'avais retrouvé un espace mental que je pensais avoir perdu. Je recommençais à vivre, à respirer différemment, à marcher sans ressentir ce nœud au ventre. Ma vie n'était pas encore reconstruite, mais elle n'était plus contaminée. C'était un début. Je ne me suis jamais demandé si j'avais fait le bon choix. La question ne s'est jamais posée. Il n'y avait pas de justice parfaite dans une situation comme la mienne. Il n'y avait que la nécessité. Et cette nécessité m'avait guidé avec une clarté presque brutale. Je n'ai jamais cherché le pardon, ni pour eux, ni pour moi. Le pardon aurait été une illusion, un mensonge supplémentaire que je n'étais pas prêt à m'infliger. Je voulais seulement reprendre ma vie en main, sans leurs ombres, sans leurs mensonges, sans leur rire dans mon dos. La vengeance a été douce non pas parce qu'elle m'a soulagé, mais parce qu'elle m'a permis de fermer une porte définitivement. Ce qu'ils ont détruit ne pouvait pas être reconstruit. Ce que j'ai perdu ne reviendrait jamais. Mais ce que j'ai gagné, c'est le contrôle absolu de ma propre existence. Et parfois, il suffit de cela pour recommencer.